Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer. Avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans et aujourd'hui je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour les filles, Betty, Héloïse, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et toi? En ce fin février, on n'a pas encore de retour d'ailleurs sur le premier épisode, ça c'est les coulisses du podcast puisqu'on enregistre avant de diffuser le premier épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident toujours à comprendre dans le contexte du cancer, qui peut être parfois surprenant, je pense par exemple aux proches aidants. On va parler, je fais comme s'il y avait du suspense, c'est écrit dans le titre, on va parler de l'humour et le cancer. Ici la Swazik de montage. Je vous intercepte dès le début de l'épisode pour un avertissement. Le sujet de l'humour va nous amener sur des anecdotes d'humour noir et il va aussi nous amener à parler de la mort, dans son aspect difficile mais aussi dans un aspect plus doux qu'on va vous expliquer. On souhaite avoir un podcast sans tabou. Ça ne veut pas dire pour autant vous imposer des sujets que vous n'avez pas envie ou que vous n'êtes pas prêt à entendre. Alors si la mort est un sujet sensible pour vous, n'hésitez pas à arrêter votre écoute ou même à passer votre tour. Auquel cas, on vous retrouve le mois prochain avec plaisir. Qui veut commencer à se parler de ce sujet? Si vous voulez, je peux vous raconter les petites anecdotes en tant que soignante. Ouais, on aime ça les anecdotes. Allez, go. Alors, l'humour déjà et cancer, j'ai envie de dire, en tant que soignante qui a bossé quand même plus de 5 ans dans un service d'oncologie, donc qui suit les patients atteints de cancer, c'était notre quotidien. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est que c'était notre quotidien entre soignants, entre nous, mais aussi avec les patients. Ça peut paraître fou, ça peut paraître paradoxal, mais pourtant, c'était un peu la base. Parce que c'est tellement compliqué. On vit tellement de choses rudes, finalement, que c'était une façon pour nous, en tant que soignantes, d'extérioriser. Donc, on se marrait entre nous sur certaines choses, mais aussi beaucoup avec les patients. Et je pense qu'on va démarrer le podcast à fond. Je vais clairement vous raconter, pour moi, ça a été une de mes meilleures blagues, reçue par un patient. Et je pense qu'elle peut choquer, mais personnellement, moi, elle m'a fait mourir de rire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, quand j'étais infirmière, j'étais la petite infirmière parfaite, les ongles toujours courts, les cheveux attachés, pas maquillée, nickel, quoi, en mode toute clean. Et un jour, j'arrive avec un peu de maquillage et tout. Et le patient, il me connaissait bien, on le suivait depuis un moment. Et il me dit, oulala, t'es maquillée, c'est bizarre. Soit tu rencontres quelqu'un, soit c'est une fin de soirée. Je dis, c'est plus la fin de soirée, j'ai pas trop dormi, donc j'enchaîne le travail. Et il me dit, c'est cool et tout, t'es allé en boîte? Je fais, ouais, je papote avec le patient, quoi. C'est des choses qui arrivent, c'est normal, on crée du lien avec notre patient. Et là, il me dit, moi aussi, je vais aller en boîte et tout. Donc, j'étais persuadée qu'il avait une permission, en fait, qu'il pouvait sortir. Voilà. Et moi, sur le coup, je fais, ah ouais, et tout, vous avez réussi à avoir une permission? Il me fait, non, je vais au caveau bientôt. Alors, est-ce que c'était les réminiscences de l'alcool ou je ne sais quoi? Je suis partie dans une crise de fou rire. Mais une crise de fou rire. Parce que, blague à part, c'était quand même du génie. Mm-hmm. Et en fait, le truc après, donc il a ri aussi, et il m'a juste répondu merci. Je dis merci de quoi? Il me dit mais non, mais ça fait tellement bien de pouvoir en rire en fait. Mm-hmm. Il me dit cette blague, quand je la fais aux gens, ils sont gênés. Et là, je me suis dit ok, donc ouais, en fait c'est ok. Et pour aller plus loin, ce jour-là, j'ai compris que rire de presque tout finalement, ça amenait peut-être l'acceptation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. Ah ouais, je C'est sais, très beau, ouais. un peu philosophe à cette heure-là. Mais je pense que ça leur fait du bien aussi. Il faut de l'autodérision parce que tout le temps dans la maladie, la tristesse, c'est lourd aussi, quoi. Enfin, moi, je sais qu'à la fondation, donc, ils ne sont pas hospitalisés, mais ils viennent recevoir leur traitement.
Ça leur fait du bien aussi de passer et juste de voir un sourire, rigoler un petit peu, ça détend l'atmosphère et ça les aide aussi, je pense, à après aller recevoir le traitement et toute la lourdeur qui entraîne tout ça, quoi. Donc oui, l'acceptation, le rire, je pense, aide à l'acceptation. Ouais, la situation est déjà tellement lourde. Pourquoi en rajouter en fait? C'est ça. C'est pas parce que la situation en elle-même est déjà difficile à appréhender, à accepter, à traverser qu'on doit en rajouter en plus en étant sérieux en permanence et en ne pouvant pas se permettre justement cet humour noir. En fait, moi, je pense que c'est justement celui qui peut être le plus difficile à comprendre et en même temps, effectivement, celui qui... Je comprends le soulagement de ce monsieur. Je comprends que, enfin, ça, on n'en fait pas quelque chose de super lourd et c'est OK d'en rire aussi. Ça n'empêche pas la gravité de la chose, ça n'empêche pas la Mm. réalité de la chose. Mm. C'est là, c'est présent. Mais bon, bah voilà, faisons quelque chose qui nous fasse un peu respirer quelques secondes, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, on peut enfin en rire. Là, ce patient, tu vois, son cancer, ça faisait 5 ans qu'il avait, il était en stade terminal, on savait qu'il allait pas s'en sortir, quoi. Je me suis permise de rire, je pense aussi, parce que je savais la finalité, je connaissais cette personne. Tu vois, quelqu'un à qui tu fais une annonce de cancer, qui va perdre ses cheveux, enfin, je sais pas, tu vois. Mais des fois, Sûr. je me sens pas à lui dire, bon, bah, salut Kojak, allez, on fait bientôt Barthez. Enfin, tu vois, je me sens pas forcément sur un début, en tout cas, de faire de l'humour. Ou je vais même aller plus loin. Ça m'est arrivé des patients à qui on faisait des annonces lourdes, de faire des annonces de stade 4, donc qui est un des stades, c'est le stade terminal hein, pour un cancer, en tout cas sur les directives françaises, je me base. Et la personne, en fait, limite à en rire, quoi, presque pas du tout adapté, et justement à surjouer l'humour pour peut-être se dissocier, tu vois, j'en sais rien, mais... Et là, il y a aussi danger. Je suis à fond team humour, perso. Mais là, quand c'est dans ce sens-là aussi, je sais pas ce que vous en pensez, je me suis dit, ouf, là, elle rit, mais c'est pas adapté, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez vécu peut-être, toi à la fondation, est-ce que peut-être des fois, tu as eu des femmes qui faisaient de l'humour, mais tu sentais que ça allait aller plus loin, ou toi, Soisic, même toi, en tant que patiente, quoi. Ouais, bah, moi, je l'avais un peu évoqué dans le premier épisode, à l'inverse, où justement, je rigolais quand il y avait l'assistante sociale qui était venue et qui s'était inquiétée justement de est-ce que vous pleurez aussi, madame, quand même? Mais moi, Mm. c'était pas au moment du diagnostic non plus. Il s'était quand même passé, voilà, et ça avait été progressif, cette affaire. Et puis, j'étais pas tout le temps en train de rigoler non plus. Justement, j'avais des moments où vraiment, j'étais pas bien du tout et je pleurais et j'en avais trop marre de ce qui se passait. Et c'est ça aussi, justement, là, le pourquoi on a voulu aborder ce sujet-là, et dites-moi si je me trompe, mais c'est que quand on a un cancer, c'est pas tout le temps triste, c'est pas tout le temps morose, et c'est pas, on peut pas tout le temps en rigoler non plus, effectivement. On n'est pas tout le temps en train d'en rigoler et de faire de l'humour non-stop. C'est un doux mélange des deux, je dirais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments adaptés, ou en tout cas des moments où c'est pas vraiment adapté, et puis des personnes. Je pense que ce monsieur-là, si tu as rigolé de sa blague, c'est parce que aussi tu savais que c'était une blague, tu savais que Bien c'était sûr. du premier degré. Et inversement, je pense qu'il y en a, moi, si justement, si je dois donner une anecdote, ça me fait penser à une fois où j'étais allée à l'anniversaire de la fille d'un couple d'amis. Et mon ami, à un moment, fait OK, alors, sur la table, donc de ce côté-ci, les malades, de ce côté-là, les gens qui ne sont pas malades. Et j'avais ri parce que justement, je savais que c'était vraiment de l'humour noir au millième degré de sa part. Et il savait qu'il pouvait se permettre ce genre de blague avec moi à ce moment-là en plus, parce qu'effectivement, on ne venait pas de m'annoncer que mon traitement ne fonctionnait pas et c'était à un moment une journée joyeuse, puis on va pas, on sait que c'est là, encore une fois, en plus, on va pas, l'idée, c'est pas de nier que Soisic a un cancer, c'est là, mais toute la discussion ne va pas tourner autour et on peut en parler de manière un peu plus légère aussi. Ouais, c'est ça, la légèreté. Puis, je pense que toi, Héloïse, avec ton patient, comme tu as dit, tu avais créé un lien. Tu savais si tu pouvais, déjà lui, c'est lui qui a fait la blague, mais je pense que tu le sens en fait avec qui tu peux faire de l'humour ou pas. Après, ceux qui en rient et que c'est pas forcément adapté, moi, je j'ai pas vraiment vécu ça parce que moi, je les vois pas non plus dans leur quotidien. Mais je dirais que c'est peut-être, des fois, c'est une forme de protection aussi pour mettre une distance avec ce qu'ils viennent d'entendre. Donc oui, il y a peut-être attention, voir si ils restent tout le temps dans ce processus ou si après,
il leur faut un petit temps d'adaptation mais je pense que oui, c'est une forme de protection et de mise à distance. Non, mais complètement, complètement. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai observé. Dans mon œil de professionnel, ça pète quand je dis ça, de mon œil de professionnel. Euh, je voyais vraiment ces espèces de deux temps. Le côté dissociation pour finalement mettre très loin cette maladie on y revient, c'est quand même affreux. Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences morales, ça peut détruire une famille, ça peut détruire plein de choses, quoi. Ça détruit des projets de vie. Enfin, voilà, hein, moi j'ai accompagné une maman et il fallait consoler ses enfants de 10 et 12 ans, quoi. Oui, maman, elle est morte. Enfin, c'est chaud. Il y a vraiment des choses affreuses. Et je voyais vraiment ce temps de dissociation. Je fais de l'humour et comme ça n'existe pas. Et derrière, l'autre phase, acceptation. Je fais de l'humour parce qu'en fait, c'est OK pour moi et je l'accepte. Et c'est fou, en fait, cette espèce d'extrême qu'il y a, mais peut-être qui est en lien finalement avec cette maladie. Là, je vous parle, je réfléchis en même temps finalement. Parce que voilà, le podcast, on prépare rien, c'est vraiment en mode conversation. Vraiment, je pense que il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas on rit, oui, mais. Je pense qu'il y a vraiment le on rit et on met très très loin cette maladie. Là, j'amène vraiment ma vision, hein. Et le on en rit parce qu'en fait, ça y est, c'est OK, c'est accepté. Mais du coup, moi, j'ai envie de poser la question derrière parce que tu vois, toi, tu parles, Swazik, en tant que patiente, c'est OK, tu acceptes et tout. Mais pour les aidants, pour la famille, parce que tu vois, Betty, toi, c'est pareil, tu es à la fondation, tu as quand même, on va dire, un certain regard, un certain recul qui te permet aussi de savoir quand tu fais de l'humour ou pas. Mais pour les aidants, pour ces personnes, ou même quelqu'un dans la rue qui croise quelqu'un qui a plus de cheveux, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux gens qui écoutent ce podcast, quoi? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être même plus difficile pour des personnes moins proches, mais vraiment l'entourage proche, je pense qu'il s'adapte vraiment aussi à la personnalité de la personne. Et si la personne a décidé de rire, je pense qu'ils vont la suivre en fait. Comme là, toi, Swazik, au repas, elle savait qu'elle pouvait faire ça parce que tu étais dans cet élan-là aussi. Donc, je ne sais pas, après, hein, moi aussi, c'est comment je le perçois, mais j'imagine que c'est peut-être plus déstabilisant pour quelqu'un de proche, mais moins proche. Je ne sais pas comment dire ça. C'est vrai. Ouais, moi je pense que justement, c'est pour ça que j'ai assez vite parlé des proches aidants, je crois, au début de l'épisode, dans le sens où j'ai l'impression que entre patients, on se rend compte que c'est important pour nous l'humour. En tout cas, j'ai l'impression que c'était simple et évident de partager cet humour-là avec les autres patients, patientes. Et pareil, Héloïse, tu vas me dire, mais j'ai l'impression aussi justement que dans l'équipe de soignants, soignantes, c'est assez évident. C'est votre quotidien. C'est lourd de toute manière. Donc, n'en rajoutons pas. Donnons-nous un petit peu d'air frais de temps en temps. Mais effectivement, je comprends que pour les proches aidants et aidantes, ce soit plus compliqué. Ils ont une toute autre place. Et pour eux, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Effectivement, j'ai pu en rire avec certains. Avec d'autres, je pense que ça aurait été plus compliqué. J'y allais plus doucement, mettons. Et avec des purs inconnus aussi, je sais que il y a une fois, il y a un monsieur à qui on demandait le chemin, je crois, ou quelque chose comme ça, puis je n'avais rien sur la tête. Alors, c'était pas de l'humour, mais dans le sens où il m'a adressé la parole vraiment naturellement, en fait, en me disant, ah, bah, vous aussi, vous êtes passé par là, ou vous passez par là, moi aussi, j'ai connu ça, etc. Et c'était naturel, il en a pas fait toute une histoire, ça a été simple. Je sais qu'il y avait un autre monsieur, j'étais à Montréal à ce moment-là, et donc j'avais une tuque ou un bonnet, selon qui nous écoute. Et en fait, j'ai eu chaud parce que je me suis un peu pressée et tout ça. Donc, l'avantage de la l'inconvénient, c'est qu'on y perd vite de la chaleur, mais quand on a chaud, bah, juste à enlever le bonnet finalement. Et puis En termes de thermorégulation, c'est génial. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, du coup, j'enlève mon bonnet. Et puis, le monsieur à côté de moi, il enlève le sien aussi. Il fait hey, on est pareil. J'ai juste trouvé ça très drôle. Et ce monsieur ne sait sûrement pas ce que je traverse et il ne s'est pas posé de questions. Et en fait, je crois que c'est ça qui aide quand on peut faire de l'humour et que l'humour est reçu dans cette situation-là. Voilà, encore une fois, ça peut être naturel et on n'est pas obligé de tout le temps en faire toute une histoire. Voilà. Carrément. Mais en fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, par rapport à les dents, ça me fait penser à ce truc de coaching, mais qui est très vrai. En gros, l'idée, c'est que finalement, quand les aidants ont du mal à faire de l'humour,
Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais dans ces raisons, il y a, je crois, de ce que j'entends, la peur justement de faire du mal ou d'être maladroit. Mhm. Sauf que si cette peur persiste alors que l'autre dit, mais c'est OK, on a le droit d'en rire, je pense qu'en fait, si certains aidants n'y arrivent pas et s'ils nous écoutent, c'est peut-être aussi parce qu'en fait, ils transposent juste leurs propres craintes. Et Oui. que d'accepter d'en rire, c'est accepter le cancer et qu'en fait, dans leur conception, c'est pas possible d'accepter ça. Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à ça. C'est en train de m'éveiller cette alarme. Et c'est vrai que c'est très vrai dans le coaching, on me dit souvent, pourquoi tu crois que la personne t'a renvoyé ça? Est-ce qu'elle te renvoie pas ses propres peurs finalement? Je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça, effectivement. Si tu as l'accord très clair de la personne directement concernée, effectivement, et puis je vais finir ma phrase parce que j'ai remarqué que je finissais pas toutes mes phrases. Si tu as l'accord de la personne en face et que tu n'y arrives pas, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de toi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de tes propres peurs? Qu'est-ce que ça veut dire de OK, si on en rigole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le prend pas au sérieux? Ça veut dire que c'est pas là? Qu'est-ce que ça éveille? Mais est-ce que du coup, ça, tu as pu le voir, Betty? Est-ce que tu as des aidants qui viennent à la fondation, justement? Oui, moi j'ai beaucoup d'aidants qui viennent avec la personne, mais j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez et donc je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Héloïse, que ça leur renvoie leurs propres craintes. Mais je trouve que des fois, il y a des alternatives qui font que elles peuvent que, enfin, si la situation prête à rire, je trouve que ça va être un moyen de libérer si elles ne se permettent pas, comme par exemple l'essayage de perruque qui est parfois très très comique et on est obligé de rigoler en fait parce qu'il y a une perruque qui va juste pas du tout aller sur la tête de la personne et ça va être vraiment très très moche et donc très très drôle. Et je trouve que des alternatives comme celle-ci, tu passes juste un moment où tu ris. Et tu vois, encore hier, j'ai reçu un message d'une patiente, puis elle a commencé son message en me disant tu te rappelles, on s'était vu, j'étais venue avec ma fille pour essayer des perruques et qu'est-ce qu'on avait ri ce jour-là. Donc, tu vois, je pense que ouais, c'est ça permet, si jamais la personne ne s'autorise pas, enfin, la proche aidant ne s'autorise pas, des moments comme ça, tu peux que rigoler. Ouais, mais c'est trop chouette ce que tu amènes. J'ai l'impression, là, tu vois, ce que tu dis, c'est genre des moments suspendus, en fait, dans un Oui, parcours qui est juste un peu compliqué parfois. non, Et vraiment, je ouais. pense qu'elles sont importantes, ces bulles, en fait. Complètement. Puis c'est comme je disais aussi dans le premier podcast, me semble, ça me fait du bien là, ça m'a fait du bien ce rendez-vous. Je pensais pas repartir contente, avoir rigolé ou avec le sourire. Donc oui, oui, c'est vraiment comme tu dis des petites bulles hors du temps et l'humour en fait partie, ouais. Mm. Mm. Au final, par rapport à ce que tu dis, Bétis, où les deux peuvent en profiter, autant le patient, le C'est ça, patiente, que le proche aidant ou la proche aidante. Parce qu'au final, tout le monde en a besoin de cette bulle d'humour, au final. exactement. Mm. Je pense même que pour aller plus loin, le mot moi, là, qui me vient, c'est l'alliance. En fait, je pense que quand un soignant ou un intervenant, tu vois, comme toi, Betty, une socio-esthéticienne, un patient ou un aidant, on arrive à rire ensemble. Tu sais, cette notion de rire ensemble, moi, ça m'amène la notion de alliance. OK, il y a un truc qui s'est créé, même si c'est sur, tu vois, le mec avec qui vous étiez dans la même team, ouais, on est la team des chauves, quoi. Mais à un instant T, il y a une espèce d'alliance qui se crée. Mm. Après, quand tu m'as raconté ça, quand tu nous as raconté ça, Swazik, ça m'a fait penser à un truc que j'ai vu récemment en plus. Ces personnes qui s'en sortent, tu vois, comme toi, et qui du coup, à un moment donné, font un rejet par rapport à ça. Justement, ils n'ont pas envie d'être catalogués dans la team des cancéreux. C'est affreux, hein, la phrase que je viens de dire, mais c'est ça. Et elle le disait justement avec beaucoup d'humour, mais elle disait, c'est bon, moi, j'ai plus mon cancer, ça m'agace qu'on me définisse plus qu'au travers de ça, en mode team ex-cancéreux, mais c'est valable pour tout. Mm. Comme moi, ok, je suis coach actuellement, mais la preuve, là, je suis dans ce podcast et je parle en tant que soignante, et je serai toujours l'ex-infirmière, tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, elle le disait, j'avais trouvé ça intéressant, elle disait, j'ai pas le recul encore pour pouvoir en rire. J'ai pas fini mon deuil, c'est fini, j'ai plus le cancer, j'en ai ri de mon cancer, mais là, arrêtez de me rappeler que je suis dans cette team. Qu'est-ce Mhm. que ça vous évoque? Est-ce que ça vous parle? Moi, je sais qu'effectivement, je pense que j'ai plus ri pendant le cancer que les quelques mois/années qui ont suivi. Et j'ai même un moment, je me suis dit,
je rigole beaucoup moins qu'avant mon cancer. Ah, ok. Avant, je rigolais beaucoup, tout le temps. Mais ce que j'ai réalisé, et c'est à ça que la rémission sert, hein, des fois, de se poser les questions et d'analyser, je me suis dit, ouais, mais c'était un rire derrière lequel je me cachais, justement. C'était pas un vrai rire. Mhm. Et aujourd'hui, peut-être que je rigole moins. Alors là, je vous fais justement la version courte, hein, ça s'est pas passé, je me suis pas dit ça du jour au lendemain. J'ai d'abord fait merde, putain, je rigole vachement moins qu'avant. C'est quand même pas cool. C'est vraiment naze. Avant de me dire, c'est peut-être pas plus mal, parce que maintenant, quand je rigole vraiment. Et puis même là, je vous dirais que maintenant, à nouveau, je rigole de plus en plus. Ça a pris le temps. Yes. Mais du coup, c'est des vrais rires. Là où avant, c'était plus un bouclier. Ouais, c'est fort là ce que tu amènes, hein. Ouais. Tu l'as vu ça chez toi avec tes patientes, Betty, un peu? Bah, peut-être pas par rapport à l'humour, mais ça me fait penser, enfin, souvent j'ai des patientes, elles réalisent justement après, ouais, putain, j'ai vécu ça, j'ai reçu ça, puis ça, puis elles en prennent vraiment conscience après. Donc peut-être que ça, au niveau du rire, peut-être que ça fait pareil. Ça, j'ai moins vu, mais ça me fait penser à ça, ouais. L'après-cancer, quand on a terminé avec les traitements et qu'on est en rémission, c'est vraiment un moment justement, effectivement, comme tu le dis, Betty, de réaliser ce qui s'est passé, de réaliser par quoi on est passé, ce qu'on a risqué, tout ce qu'on a traversé dans tous les sens. Et c'est vraiment un moment de deuil, en fait, Vraiment. de deuil de justement ce qu'on était avant le cancer et de deuil de cette partie-là de traitement où on était hyper suivi en plus. Là, du jour au lendemain, on se retrouve à comment ça, le médecin, on le revoit dans 3 mois. Ok. Mais toute cette partie de deuil, et je pense que justement par rapport à l'humour, c'est intéressant. Moi aussi, je réfléchis au fur et à mesure. Je me dis que c'est d'autant plus dur, du coup, la rémission, parce que pendant le cancer, on arrivait à en rire. Et là, on est vraiment dans la remise en question, Ouais. encore une fois, le deuil, OK, mon identité est plus tout à fait la même, j'en suis où, d'être un peu perdu, etc. Et je pense que dans cette phase-là, effectivement, on rigole beaucoup moins et ça peut faire peur. Mais comme tu disais, Héloïse, on en rigole à nouveau plus tard. D'accord. Moi, la carte cancer, j'en ai rigolé plus d'une fois après. Et finalement, que ce soit dans mon parcours, dans le tien, Betty, ou dans le tien, Swazik, l'humour, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, Betty? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, Swazik? Et après, je vous dirai ce que moi, ça m'a apporté dans ces process. Mais c'est quoi cet apport finalement, les bénéfices presque, j'ai envie de dire? Alors, moi, je pense que peut-être que effectivement, par période, il y avait des moments où c'était de la mise à distance. C'était voilà un mécanisme vraiment de défense en mode je ne veux pas y croire pour le moment, je ne veux rien savoir. Ceci dit, je crois pas que ça a été le plus gros. Moi, là où ça m'a le plus servi, c'est justement ce qu'on disait, cette légèreté et de pouvoir juste respirer des fois et que déjà tout tourne autour de ça. Tout tourne déjà autour de ce maudit crabe. Est-ce qu'on peut un peu lui donner un peu moins d'importance à ce petit gars-là et faire en sorte que on ait un peu de légèreté et on sait qu'on va retourner dans les larmes à un moment ou à un autre. Entre deux, on peut peut-être rire, quoi. Belle phrase. Bah, moi, je vais rejoindre un petit peu Swazik de ce que je peux voir et de ce que je peux vivre avec eux. C'est vraiment, oui, apporter cette légèreté, un petit temps de pause et vraiment enlever ce côté lourd, en fait, qu'il y a au quotidien en permanence. Enfin, moi, je sais que personnellement, l'humour, ça m'aide énormément dans ma vie à moi personnelle. Donc, j'aime aussi, moi, arriver au travail, à la fondation, toujours avec le smile, apporter de la fraîcheur, parce que je me dis que ça fait toujours du bien, même dans les moments les plus sombres. Ouais, bah ouais, carrément. J'avoue que dans la position de soignante, il y avait plusieurs choses. Il y a clairement tout ce que vous dites. Moi, il y avait aussi cette notion de créer du lien. Des fois, c'était une porte d'entrée pour créer du lien. Tu vois ce que je veux dire avec les patients ou quoi?
En infirmière, il y a un peu ce truc qui se fait naturellement des fois tu sais, on te demande de juger en 2 secondes de la chambre, de tout checker. Et des fois, tu ressens si tu peux y aller ou pas avec un patient, même si tu le connais pas très bien. Et du coup, des fois, ma porte d'entrée, ça allait être l'humour. Surtout sur des patients gros caractère, un peu revêche, et que tu sens que c'est le bon campagnard voilà, qui aime bien y aller et qui n'a pas le temps. Je prends mon petit accent du Sud. Tu sens que des fois, l'humour, ça peut être une chouette porte d'entrée aussi au contact, au lien. Parce que là, pour le coup, je pars dans la position blouse blanche. Nous, on a beau rire avec vous. Quand je dis vous, c'est les malades. Hein, c'est quand même nous qui allons vous la foutre, cette chimio. C'est quand même nous qui allons vous perfuser. Et c'est assez schizophrénique, en fait, parce qu'on est un peu le bourreau. Et en même temps, il faut qu'on vous rassure. Et puis, il faut qu'on en rigole. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et c'est là où je fais quand même un focus sur les soignants. C'est que, ouais, des fois, on est maladroit. Des fois, on vous fait mal. Et c'est pas du tout volontaire. Et c'est compliqué aussi pour nous. Et que des fois, l'humour, même s'il est maladroit, c'est une façon, en fait, pour nous aussi d'essayer de tenter un truc comme on peut, quoi. Parce je suis pas là pour nous plaindre, hein, loin de là. Les personnes qui comptent là, c'est les personnes atteintes du cancer. Mais c'est une position qui est complexe en tant que soignant. Parce qu'on n'est pas non plus les dents. Les dents, ok, voilà. Mais nous, on va injecter, quoi. Tu vas perdre tes cheveux, mais c'est moi qui te l'injecte, le truc. Il y a une forme de violence dans ça. Et c'est vrai que du coup, en tant que soignant, oui, ça nous est arrivé de faire de l'humour. Il y avait une chimio, par exemple, dans le service que j'utilisais. À chaque fois, c'était « Ah, bah, tu mets marche ou crève ». Parce qu'en fait, cette chimio, elle était affreuse. Et j'avoue, hein, je la joue franc jeu. Je suis en totale transparence avec vous. Mais on l'appelait marche ou crève parce que cette chimio, s'ils avaient des effets secondaires affreux, on savait derrière que ça allait marcher. Ce qui était très paradoxal d'ailleurs, mais ça marchait du feu de Dieu. Si par contre, ils n'avaient pas d'effets secondaires, on était là, pas Ah bon. bon? Et le fameux pas bon que tu dis à moitié en rigolant, mais parce qu'en fait, c'est pour mettre de la distance, parce que ce patient, tu t'y es attaché, et que bah, tu n'as pas envie qu'il s'en aille, ce patient, ou alors qu'il s'en aille parce qu'il est en rémission, justement. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit point sur ça, parce que pour nous, des fois aussi, l'humour en tant que soignant, c'est créer du lien, bien sûr, mais c'est aussi de se protéger nous-mêmes de la douleur, en fait, qu'on vous inflige. Mhm. Et je vous avoue que même là, de vous en reparler, tu vois, ça me remue des choses. Ma blouse blanche, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai enlevée, mais je me revois des fois, tu vois, accompagner ces personnes et dire, putain, ouais, on en rigole, mais je leur fais du mal quand même. Alors, c'est pas moi en soi. Il y a peut-être un petit syndrome du sauveur qui était caché derrière. Mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je me disais. Et c'est pas si simple. C'est indispensable et en même temps, effectivement, c'est très paradoxal en fait. Et alors, justement, tu nous demandais le bénéfice d'utiliser l'humour et toi, avec les autres soignants, parce qu'il y a avec les patients pour créer du lien, pour se protéger, et tes collègues, tu dirais que c'était quoi les bénéfices de l'humour? Bah, pareil, c'était dédramatiser l'affreux. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es dans un service d'oncologie, puis on retourne dans l'humour. Moi, mes collègues soignants, pardon, m'appelaient la veuve noire. Oh, Que ah, les 3 quarts des patients, c'était vrai. Sur 10 patients qui devaient mourir, il y en avait 7 qui étaient pour moi. C'était un truc de fou. Et non, j'injectais pas des trucs, hein. Attention, hein. Je vous rassure de suite. Non, non, non. c'est ça que tu voulais dire par c'est toi qui mettais le poison, d'accord. Ouais, alors en fait, je suis en plein aveu, police, si vous m'écoutez. Non, mais c'était un truc de fou. Alors après, ça s'explique. Des fois, je sais pas, il devait y avoir quelque chose qui faisait que les patients, bah, ils aimaient bien me dire au revoir à moi, je pense. Moi, je le vois comme un lien de confiance en fait, et de sécurité et de sérénité. Je suis Je d'accord Sûrement. avec toi, ça peux dit. voir le Ouais. côté morbide, mais je le vois Mm. différemment. Ouais, ouais, sûrement. Bah, après, j'avoue qu'à cette époque, moi, je démarrais infirmière, j'avais 20 ans, j'avais peut-être pas ce recul. Donc, il y a eu des périodes où c'était un peu chaud pour moi. Maintenant, à distance, oui, j'arrive à le voir comme ça. Je le prends presque même comme un cadeau. Mhm. Et je me dis, OK, ils étaient suffisamment apaisés pour dire c'est OK. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, moi, face à la mort, j'étais très calme. Ça veut pas dire que ça me touchait pas. Mais voilà, j'étais en mode cocooning. J'étais prête à décaler certains de mes soins pour aller faire un massage accompagné. Parce que oui, une patiente qui est en train de mourir, on peut la masser, on peut l'accompagner jusqu'au bout. C'est des choses qui se font. Et donc, en tant que soignant, donc oui, il m'appelait la veuve noire, mais c'était en fait pour dédramatiser l'atrocité de ce qu'on vivait au quotidien. Parce que quand tu es dans un service d'hospitalisation, tu vois, c'est pas comme toi, la fondation Betty, où ça rentre, ça sort, tu vois. Moi, il y avait Mm. des patients, des fois, je les ai suivis sur 5 ans.
J'ai fait l'annonce et j'ai fait la mort. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et je les ai suivis pendant ces 5 ans. T'as des naissances au milieu, t'as des choses, tu vis des moments. J'ai eu des mariages dans mon service, j'en ai déjà parlé dans le premier podcast. Tu fais partie de leur quotidien. Et en fait, bah, des fois, pour lâcher, nous, en fait, le poids que ça nous mettait, eh ben, on y allait à fond sur l'humour. Alors, parfois, ça paraît très dur, le coup de la veuve noire, tout ça. Je vais pas vous mentir, il y a des conversations. Bon, là, je les ai avec vous, et peut-être que les gens qui vont nous écouter vont être choqués, mais clairement, sortis du contexte, tu nous prends pour des monstres. Mais Complètement. on en avait besoin. Ouais, parce que c'est de l'humour noir qui sort, en Ah fait, ouais. bien souvent. Pour nous, c'était dédramatisé. Et c'était, en fait, tu vois, l'image que j'ai là, c'était faire descendre un peu la soupape, quoi. Parce que des fois, tu fais 3-4 décès dans la journée. Hein. Mm, mm. Tu les cumules, t'es là, tu fais non, mais c'est pas possible, ils n'ont pas décidé de tous mourir en même temps. Là. C'est humain, quoi. Enfin, oui, peut-être que ça peut en choquer certains, mais je suis sûre que enfin, la plupart ont fait tout ça. Enfin, on est obligé et souvent, l'humour sert justement, oui, de soupape. Il faut, hein, parce que sinon, trop dur, trop lourd. C'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, là, dans mes coachings, je suis plus la veuve noire. Il y a pas eu de décès à déclarer. Non, mais je tiens à le préciser. Hein. Non, mais comme quoi, par contre, les mots sont importants parce que là, tu dis, comment tu le vivais, toi, à l'époque, d'être appelée la veuve noire? Alors, comme j'étais jeune, au début, quand ils ont commencé à m'appeler comme ça, mes collègues qui étaient certaines plus anciennes, j'ai fait sérieux. Comme en plus, j'ai une personnalité à vachement jouer sur l'humour, elles ne pensaient pas que ça me perturberait autant. Et au bout de 6 mois, je leur ai dit, avec un peu d'émotion, je leur ai fait franchement, les filles, arrêtez, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui les tue. Tu vois, le système quand même. Ah Et ouais. elles m'ont dit, mais pas du tout. Et c'est là où après, elles m'ont apporté tout ce truc. Mais bon, j'étais frontale, j'avais 20 ans, 22 ans. Elles m'ont dit, mais non, Héloïse, t'imagines pas, c'est beau. C'est beau, quoi. Ils se sentent en confiance, ils partent avec toi parce qu'ils savent qu'en fait, tu vas gérer. Ils savent que tu vas les accompagner. Et même si on te le dit, je ne l'avais pas visualisé, mais que mes pairs, mes Mm. collègues qui me connaissent au quotidien me le disent, j'ai commencé à le voir autrement. Et finalement, du coup, ça m'a permis d'encore mieux accompagner. Et je vous l'avais déjà dit dans le premier podcast et je le répète. Ou peut-être pas que je l'avais dit, peut-être que je l'ai dit dans ma tête, mais c'est pas grave. Moi, j'arrive même des fois à trouver la mort belle. Complètement d'accord. Vraiment. Et j'ai vécu des moments d'émotion en accompagnant quelqu'un dans la mort sublimes et ces gens ont été des leçons de vie. Moi, j'avais l'impression de rien faire, mais alors eux ont été des leçons de vie et oui, il y avait du lien sans même les mots. Il y avait un truc. Et ça, par contre, dans le coaching, je l'ai plus, tu vois. J'ai fait mon deuil d'infirmière complètement. Je peux plus être infirmière actuellement dans ces conditions, mais ces moments-là, enfin, je les garde gravés, tu vois. Mhm. Et c'est pépite. Ouais, c'est des beaux moments. Et oui, la mort peut être belle. Et ouais, ok, mes propos, ils choquent peut-être, mais oui, la mort, ça peut être beau. Je dis pas que c'est tout le temps beau, bien sûr. Mais C'est pas tout le temps moche et triste non plus. non, non, Mm. non, non. Non, Mais puis tu vois, ça sera mis sur l'enregistrement ou pas, mais je vais faire un gros big up à ma grand-mère. Où la Oui. dernière fois que j'y ai parlé, c'était il y a 2 jours avant qu'elle décède d'un cancer du poumon. Et elle m'a chanté Tout va très bien, Madame la Marquise. Je sais pas Mais si vous non. connaissez. est-ce que ta grand-mère avait de l'humour par hasard? Elle avait beaucoup d'humour. Et j'ai dit, Mamie, chante-moi la Marquise. Et elle m'a chanté toute la chanson de Madame la Marquise. Donc, si vous ne connaissez pas, vous irez écouter. Elle est drôle, Ouais, la elle est chanson. trop mignonne, cette histoire. Elle est trop belle. Vraiment, Elle vraiment. est trop belle. Mm. Finalement, l'humour, tu vois, ça arrive aussi à créer ces moments d'émotion, pas que drôles. Des fois, je pense qu'il y a des trucs tellement plus puissants derrière l'humour. Je sais pas ce que Mm. vous en pensez. Ouais, vraiment. On pense à l'humour comme juste quelque chose de drôle, mais effectivement, ça peut être quelque chose de super puissant et qui veut dire beaucoup d'autres choses que des mots plus tristes, en fait, et plus sérieux. Mm. Grave. Bah ouais, en fait. Nous, on est convaincus, mais il se peut qu'on choque quelques personnes aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si c'est le cas. On fait le service après-vente. Mais je te rejoins vraiment sur cette idée de lien et tu l'as superbement illustré, la Betty, justement. Oui, il y avait du lien entre les soignants-soignantes et les patients-patientes qui n'ont pas de lien intime, mais ça peut être aussi le cas, justement, de créer d'autant plus de liens et de souvenirs avec des personnes, justement, avec qui on est proche, quoi.
Et d'où je comprends encore une fois complètement les proches aidants et aidantes qui ont du mal à comprendre que ça peut choquer, que ça peut surprendre, qu'ils n'y arrivent pas. Et en même temps, je leur conseille de lâcher prise et de se laisser aller à l'humour parce que vraiment, enfin voilà, moi aujourd'hui, c'est des souvenirs que j'ai. Je pense que j'ai beaucoup plus de souvenirs de ces moments-là drôles que des moments difficiles, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup, avant qu'on termine le podcast, est-ce que vous auriez genre une petite anecdote, un petit truc qui vous a bien fait marrer et surtout finalement un peu peut-être dire votre conclusion un peu de tout ce qu'on vient de raconter par rapport à l'humour, où vous vous positionnez et qu'est-ce que vous retenez, mais bon, on veut aussi un peu les anecdotes, quoi. Moi, j'en ai même 2 ou 3 si vous voulez. Allez, vas-y, balance. Vas-y. Allez. Une où je savais que mes amis appréhendaient vachement de me voir sans cheveux. Donc moi, juste pour la petite histoire, j'y suis allée progressivement. J'ai rasé. Et justement, à un moment, on a rasé à 2 centimètres avec une amie et ma mère. Et j'ai voulu en faire quelque chose de drôle. Et elles étaient toutes stressées en mode, mais j'ai peur de faire une bêtise. Ça va tomber de toute façon. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, du coup, l'étape d'après, ça a été de vraiment plus en avoir. Et je savais que mes amis appréhendaient de me voir comme ça. Donc, je me suis ramenée avec une perruque blonde de déguisement. Puis en plus, il y avait des enfants dans l'histoire. Alors, moi, justement, je voulais être en mode, on en parle naturellement, c'est OK, on n'en fait pas un tabou. Et en même temps, voilà, j'entendais leur peur. Donc, j'ai voulu apporter ça en mode, hey, d'abord, on rigole et après, je vous montre ma tête. C'est pas si pire. Peut-être même que c'est mieux que la perruque blonde, ça se trouve. Bonne technique, l'entourloupe. C'est la technique de l'entourloupe. Exactement. Ça, c'était moi qui avais fait de l'humour en anticipant un peu l'appréhension de mes proches. Je me souviens d'une fois aussi où j'étais dans le train et donc à l'époque, j'avais droit à cette fameuse carte de réduction et j'avais donné ma carte d'identité. Et sauf que sur ma carte d'identité, j'avais les cheveux relativement longs et en pratique, je n'avais absolument rien sur la tête, mais pas de foulard, rien. Et donc, justement, le contrôleur m'a dit, OK, vous avez jusqu'à l'arrivée du train pour retrouver la même coupe. Lol. Oh, c'est un bon, lui. Risqué, quand même, c'était risqué de sa part parce que Ouais, là, c'était risqué, ouais. Ah ouais. il peut pas savoir si je vais trouver ça drôle ou pas. Ah ouais, Ouais. de ouf. Tu sais, il peut pas savoir en plus là si je suis bien ou pas bien pour rigoler de ça, tu vois. Et mais en l'occurrence, j'ai trouvé ça très drôle. Et une autre fois où à l'aéroport, il y avait un monsieur devant moi qui avait les cheveux super longs. Et sur son passeport, il semblerait qu'il avait les cheveux relativement courts. Et donc, la dame qui a checké, l'hôtesse qui a checké son passeport, a fait la remarque, oh là là, bah, ça change vachement, je ne m'attendais pas à avoir les cheveux courts sur votre passeport, bref. Et donc, moi, je lui donne mon passeport et je dis, pour moi, c'est l'inverse. Vous ne vous attendez pas à avoir les cheveux longs sur le passeport, les cheveux courts plutôt sur le passeport. Bref. Ah, c'est Voilà. génial. Atellerie. Plus ou moins, ouais, plus ou moins. T'es gênée. Peut-être. Bah, tu vois, c'est comme quoi ça passe pas toujours. Ouais. Mais elle sait pas, j'ai pas souvenir qu'elle était super gênée, mais elle n'a pas non plus éclaté de rire. Ah, c'est Pas génial. d'humour. Mais c'est ça. Encore une fois, pour moi, c'est plein de petites anecdotes qui restent et sûrement qu'il y a eu des loupés Mais autant bien pour sûr. nous que pour les autres, mais c'est pas grave. On tente et puis et puis par contre, je voulais revenir sur ce que tu disais, Héloïse. Quand même, effectivement, essayer de voir avec à qui on s'adresse pour voir si c'est OK l'humour ou pas, le moment où on le fait, même si c'est pas toujours facile, mais bon, après ça s'explique et on s'excuse et voilà. Mais aussi faire attention justement aux mots et toi qui est pleine d'humour, je comprends que tes collègues, avec leur expérience à elles et pas du tout justement l'idée de veuve noire au premier degré, puissent peut-être mis ce mot-là sans se rendre compte que ça pouvait être blessant pour toi. Donc aussi, quelque part, laisser la possibilité d'une communication, quoi, finalement, dans tout ça. Est-ce que c'est OK si on en rigole ou pas, si à ce moment-là, c'est pas OK, je suis désolée, on en parle, enfin, dans les deux sens, quoi. Carrément. Souvent, j'ai des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein qui viennent me voir pour leur opération avec reconstruction pour leur poitrine. Et il y a une des opérations où, pour la faire court, ils prennent la graisse et la peau du ventre pour refaire la poitrine. Donc, elles sont obligées de porter une gaine ainsi qu'un soutien-gorge. Et la gaine ressemble
vraiment comme à l'époque des rois, là, vraiment la gaine de Louis XIV. Et donc, souvent, déjà, quand je leur montre, il y a une espèce de... Ah ouais, c'est ça que je vais mettre. Et une fois qu'elles l'essayent, parce qu'elles sont obligées de l'essayer et tout, il y a des gros moments de fou rire aussi où certaines mais éclatent littéralement de rire quand elles se voient dans le miroir avec ça, parce que vraiment, tu as l'impression bah oui, de retourner, enfin de retourner, je ne sais pas si j'y suis déjà allée, mais à l'époque des rois. Dans une autre vie. Voilà, c'est ça. Donc ça, oui, c'est très drôle aussi, ces moments-là. Yes. Moi, j'en ai une qui était, alors, je la trouve très drôle. C'est donc quand tu es en service de soins, tu as des entrées, tu as des sorties. Donc là, j'avais 2 entrées en même temps. C'était des femmes à peu près du même âge. Et en fait, il y avait une qui venait pour un cancer et l'autre venait pour une pelade. Donc en fait, la pelade, c'est une pathologie qu'on appelle aussi alopécie, où en fait, suite à un choc émotionnel ou différents éléments, les personnes n'ont pas du tout un cancer, pas du tout, mais elles n'ont plus de cheveux, plus de sourcils, plus rien. Et en fait, les deux sont arrivés en même temps. Et en fait, j'ai confondu les deux. Et donc, en fait, sur le coup, je ne suis pas allée voir la bonne pour la bonne pathologie, mais c'était l'entrée, je ne les connaissais pas. Et les deux, en fait, ont réussi à en rire. Et il y en a une qui fait non, moi, je suis la cancéreuse. Elle fait ah, moi, j'ai qu'une pelade, mais bon, peut-être que le cancer sera pour bientôt. Et toi, tu es là, tu es rouge écarlate, tu fais bon, ben bonjour, c'est moi qui vais vous prendre en soin. T'as le moment. Et franchement, les deux, elles étaient pépites, elles avaient un humour fou. Et en plus, on les avait mises dans la même chambre. Donc, du coup, j'avais prévenu les collègues, j'avais fait faites gaffe, faites gaffe, il y a 2 chauves dans la même chambre, vous vous trompez pas. Et en fait, team pelade, team cancer. Ah, mais c'est ça. Et le truc, c'est que les deux en riaient. En fait, d'une maladresse, voilà, mais en même temps, je pouvais pas deviner qui était qui, quoi. Finalement, c'est devenu un truc. Et ce qui était rigolo, c'est que bon, les pelades, ils reviennent parce qu'il y avait tout un processus, donc elles revenaient régulièrement. Et les deux s'étaient calés pour essayer de venir en même temps et qu'on file les chambres ensemble. Génial. Et en fait, du coup, elles avaient vachement pu parler. Celle qui avait la pelade, elle culpabilisait vachement de le mal vivre parce que justement, elle n'avait pas un cancer. Donc, l'autre l'aidait. Et à l'inverse, l'autre qui avait un cancer, ça lui faisait du bien de pouvoir parler d'autre chose, s'extérioriser du cancer et pouvoir apporter quelque chose à cette femme. Et elles se sont créées une amitié, les deux, mais c'était incroyable. Mais bon, c'était quand même assez drôle le début. Voilà. Ma petite anecdote. Ah, elle est vraiment drôle. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il s'en passe des choses à Montpellier. Hein. Et qui crée encore du lien, quoi. Toujours complètement. Complètement. Non, c'était quelque chose. Mais j'ai même eu des trucs, je ne sais pas si vous aviez à l'époque Snapchat où il y avait le filtre chauve. Non, j'ai pas... Oui. Il y avait un filtre au bout d'un moment sur Snapchat chauve, et c'était le grand jeu de ceux qui allaient perdre leurs cheveux, machin et tout. Ils se préparaient, ils s'envoyaient des Snapchats. Enfin, j'ai eu des trucs dans mon service. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est là que tu te dis, comme tu disais tout à l'heure, un peu Swazik, finalement, la puissance, c'est que derrière, il y a du rire, il y a de la légèreté, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, finalement, de l'acceptation. Il y a plein de trucs qui se passent derrière. Et c'est vraiment ce que je retiens, quoi. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début, mais finalement, moi, je vois vraiment l'humour, peut-être dans un premier temps, comme une dissociation, une protection. Et je pense que l'humour, il gagne quand on arrive à être dans l'acceptation. L'humour-acceptation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense qu'il peut y avoir effectivement un humour sain et un humour de déni, quoi. Un humour effectivement qui aide moins à justement avancer vers cette acceptation. Je suis d'accord avec vous, les filles. Qu'est-ce que tu dirais du coup pour la fin, Betty? Mais rions. Franchement, pas mieux à dire. Hein. Bon, c'est cool. Et alors pour la fin, quand même, moi j'avais oublié, je me suis pour Halloween, du coup avec mon conjoint de l'époque, on s'était déguisés en les 2 personnages de Breaking Bad. Yes. Laisse deviner qui était le personnage principal. Tu as fait Heisenberg. Nice. Il y a aussi Monsieur Propre qui est possible, si jamais. Ou Madame. Ouais, mais Heisenberg, c'est quand même un level au-dessus, moi, je trouve. On était d'actualité, quoi. Ouais. C'était vraiment pile dans cette période-là. Donc, Et sur ce, donc, rions, créons du lien et en même temps, attention à qui on s'adresse, à quel moment et surtout dans quel
enfin voilà, comment on l'utilise cet humour. Est-ce que c'est vraiment justement pour de la légèreté ou pour de la mise à distance, ce qui n'est pas pareil. Yes. Ici la Soisic du montage. Intervention en fin d'épisode pour s'excuser de la qualité du son. On a beaucoup réagi en rigolant ou en validant les propos des unes des autres, ce qui avait tendance à réduire le son de celle qui était en train de parler. Nous travaillons à arranger ça au prochain épisode qui, spoiler alerte, portera sur la culpabilité et le cancer. Je me permets également un petit disclaimer pour vous dire qu'on raccourcit parfois un peu vite les choses. Par exemple, on parle de perte de cheveux dans le cadre d'une chimio, mais il faut savoir que toutes les chimios ne font pas tomber les cheveux et qu'il existe également une solution pour l'éviter, aka le casque réfrigérant. Quant à l'alopécie, il en existe plusieurs sortes avec de multiples causes et n'entraîne pas nécessairement une perte de l'ensemble des poils. On vous met quelques sources en description qui vous en parleront bien mieux que nous. Peut-être qu'à l'avenir, nous ferons d'autres raccourcis dans nos explications car on ne prépare pas nos discours en amont. N'hésitez pas à nous faire des retours si certains points mériteraient à leur tour un disclaimer. Sur ce, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si ça vous a plu. Et vous pouvez également ajouter à la santé du cancer dans vos podcasts favoris pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Belle journée ou belle soirée à tous selon l'heure où vous nous écoutez. Exactement. Merci les filles en tout cas. Merci beaucoup pour ce deuxième épisode. Et puis je vous propose qu'on lève nos verres. À la santé du cancer! À la santé du cancer!